Avec l'extension, vous comprenez, de la médecine prédictive, on pourra de plus en plus se prévoir de maladies graves. Et donc le DPI pourrait de plus en plus s'étendre, arriver à un monde fou, où dès qu'on verrait une maladie possible à 40 ans, eh bien on supprimerait l'embryon. Nous n'en sommes pas là, parce qu'actuellement, donc c'est quand même très très limité, et la demande est limitée, mais il y a quand même le souci d'ouvrir la porte à un développement sans fin. Ces situations-là, ce qu'elles nous amènent à comprendre, c'est que il va y avoir d'une certaine façon, par la médiation de la technique, par l'information que nous donne la médecine, il va y avoir à apprécier une qualité de vie. Voilà. Et tant qu'on n'y a pas été confronté, ce n'est pas une question à laquelle on s'intéresse particulièrement. Donc, le plus souvent, quand les gens ont à prendre une décision, ils auront à prendre une décision à laquelle ils étaient peu ou pas préparés. Donc, l'enjeu, le contexte dans lequel cette confrontation va être portée, et l'espace dans lequel la décision va pouvoir être réfléchie est extrêmement important. Moi, j'ai été très marquée, intéressée par le travail, par exemple, de Bertrand Vergely, quand il nous redit que souffrir, c'est toujours deux expériences. C'est à la fois avoir mal, c'est-à-dire ce qui s'impose à soi, ce qui fait souffrir, la douleur éprouvée, parce que la vie advient d'une manière qui nous oblige à être confrontés à l'adversité, et puis la dimension du supporter au sens d'être supporteur de sa propre vie. Et que, si on est dans l'idée que la souffrance, c'est ce qu'il nous faut toujours éviter dans la vie, tant qu'on peut la contourner, on la contourne. Le jour où on ne peut pas la contourner, la question est de pouvoir repérer que la souffrance n'est pas seulement ce que nous subissons, mais elle peut paradoxalement, c'est ce qui est difficile à percevoir, paradoxalement, elle peut aussi devenir le lieu à partir duquel nous reconstruisons. Toutes les mères et tous les pères d'ailleurs n'ont qu'un désir, c'est le bonheur de leur enfant. Mais il ne suffit pas de désirer le bonheur de son enfant pour le protéger d'énormes souffrances. Le fait de savoir que l'enfant qu'on va confier au monde, qu'on va mettre au monde, a un handicap et qu'on accepte, on refuse plus exactement l'avortement, c'est un peu la question qu'on se pose, mais est-ce qu'on a le droit de ne pas le supprimer durant la vie intra-utérine pour qu'il ne souffre pas? Mais le supprimer dans la vie intra-utérine, c'est le tuer. Est-ce que la mort est une thérapeutique? Non. Et cet enfant qui va naître polyhandicapé en fauteuil roulant, tous les médecins, tous les éducateurs qui accompagnent ces enfants et tous les parents qui accompagnent ces enfants sont le témoin d'une force de vie absolument extraordinaire, alors que nous, on est terrifiés, pétrifiés, en disant « Mon Dieu, si c'était moi, j'aurais pas le courage ». Mais il fallait qu'il soit d'accord, et comme il est tout à fait d'accord, t'as trouvé que c'était sympa, on riait. Oui, non, puis il s'est aperçu qu'il faisait des connaissances. Bien entendu. Voilà. Et sociabilisé. Tout à fait. Luc-Édouard, avec tout le respect et l'affection que j'ai pour toi, t'étais en train de devenir un vieux garçon. Tu sais, un vieux garçon, un vieux rond de cuir. C'est ce qu'on avait dit l'année dernière. Exactement, exactement. Vous avez dû le marquer. Au fond, eux-mêmes nous transforment profondément, nous font remettre les choses dans un équilibre différent et à mon avis nous remettent pas mal en place. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est est-ce que vraiment ils sont assez aimés et est-ce qu'ils ont leur place, quoi. C'est-à-dire dans leurs paroles, dans leur cheminement, dans leur joie. Est-ce que nous sommes au service de leur joie comme au service de la joie de tout le monde? Et je trouve qu'il modifie assez profondément le lien social. Moi, je pense que les enfants handicapés sont dans la vraie vie. Et le curseur, notre curseur, c'est eux. Et je pense que les enfants handicapés, comme nous tous, ils vivent des moments forts, ils vivent des moments de faiblesse, ils vivent des moments de détresse, et ils vivent des moments où ils en ont ras-le-bol, ils aimeraient quelquefois ne pas être là.
Ils savent nous le dire avec des mots, avec des attitudes, en refusant nos appareillages, en refusant parfois de se nourrir, alors qu'on leur conseille au contraire de se préparer à une intervention chirurgicale pour être fort, pour pouvoir bien cicatriser, etc. Et nous sommes étonnés de voir les résultats des enquêtes que l'on peut faire sur le confort de vie, sur l'adaptation de la société, du milieu environnant, sur la qualité des relations que les enfants et les adolescents échangent avec leur père, avec leur famille, avec leurs soignants. Et toutes les enquêtes qui sont faites aujourd'hui montrent que les jeunes myopathes, les jeunes IMC, eh bien, ils expriment une satisfaction au-delà de la moyenne. Et parfois plus que les adolescents ou les jeunes du même âge qui sont dépourvus de maladies aiguës ou chroniques. L'être humain et l'être humain abîmé dans sa construction est encore plus mystérieux et encore plus créatif parce qu'il détourne toutes les hypothèses de travail que peuvent faire la génétique, la neurologie, la psychiatrie ou la psychologie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec quelques médecins, quelques scientifiques d'une grande modestie, on peut le dire, une grande humilité, on a imaginé de se laisser conduire par la personne handicapée elle-même. Un homme n'est pas qu'un corps en bonne santé ou une performance intellectuelle ou une bonne situation, si vous voulez. C'est tout un mystère. Et l'homme tout entier, comme dit la Bible, c'est à la fois son corps, à la fois sa vie intellectuelle et sa place sociale, c'est-à-dire sa personnalité, et aussi le mystère de sa vie spirituelle, de douceur, de charité, d'amour, de don de soi, de joie, etc. Et c'est vrai que quand un enfant est handicapé, précisément du point de vue de son corps, c'est pas la réussite parfaite. Du point de vue de sa place sociale ou de ses diplômes, non, il n'y a pas beaucoup de diplômes. Et pourtant, ça peut être aussi une merveille d'humanité par la circulation de l'amour que ça permet, la transformation des relations entre nous et un changement de regard sur l'humanité, empreinte de beaucoup plus de douceur ou d'une joie nouvelle ou d'un amour qu'on ne connaissait pas. Exemple que j'ai souvent perçu dans des couples. Et je me dis, de même qu'on a de la considération pour quelqu'un qui souffre parce qu'il a perdu son job, parce qu'il a plus sa place sociale, parce qu'il a connu des quantités d'épreuves, de même il faut avoir une vision ample de l'homme tout entier. Alors c'est pas parce que les enfants handicapés, voire même polyhandicapés, estiment avoir une bonne qualité de vie que nous devons utiliser cet argument pour convaincre des parents de conserver ou de poursuivre une grossesse qui annonce un enfant qui risque d'être handicapé. Je crois qu'on ne peut pas faire ce raccourci-là. Nous voyons des couples qui se désintègrent, nous voyons des familles qui se disloquent, nous voyons des fratries qui souffrent énormément, nous voyons des organisations de réseaux familiales se disloquer du fait de l'arrivée d'un enfant dont la gestion du quotidien est hors des capacités d'organisation de ces familles. Il ne faut pas se tromper de combat. Je pense que la société humaine, elle s'inspire de la société animale et de la biologie en général, avec une évolution qui a toujours réservé une place aux plus faibles, même si nous avons tous le regard tourné vers les meilleurs, vers ceux qui excellent, vers ceux qui marchent sur la Lune. Bien sûr que c'est important, mais là encore, je crois qu'il faut s'inspirer des meilleurs pour accompagner, pousser, tirer les plus faibles. Donc le diagnostic préimplantatoire et toutes ces techniques extrêmement sophistiquées, oui, à condition qu'elles soient au service d'un homme qui pourra rester debout et qui sera fier d'appartenir à un ensemble qui va dans une même direction.